ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde. Aujourd'hui, on commence par les titres de cette édition. Une autre attaque des rebelles ADF a fait au moins 8 morts à Beni, provoquant la colère des habitants dans cette partie de la RDC, où 26 personnes sont également mortes à la suite d'un crash d'avion. En Guinée-Bissau, le premier tour de la présidentielle s'est déroulé dimanche à la régulière. C'est ce que fait savoir la Commission nationale électorale. 12 candidats étaient en lice. Au Kenya, le bilan ne cesse de s'alourdir après les pluies torrentielles qui se sont abattues depuis vendredi dans l'est du pays. Pas moins de 65 morts déjà confirmés. Bonsoir. En République démocratique du Congo, 8 civils ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi à Beni, dans l'est du pays, lors d'un nouveau massacre attribué au groupe armé des ADF. C'est ce qu'indique un porte-parole de l'armée. En signe de protestation, les habitants en colère ont partiellement incendié la mairie de cette grande agglomération du Nord Kivu, proche de l'Ouganda. La police, qui a tiré à balles réelles, est parvenue à disperser les manifestants autour du bâtiment de la mairie. Au moins 4 manifestants ont été tués dans ces émeutes, selon le parquet de la justice militaire, qui a évoqué la possibilité d'une 5e victime en soirée. Les habitants dénoncent depuis plusieurs jours l'inaction de l'armée congolaise et des casques bleus des Nations Unies présents dans la région face aux tueries des forces démocratiques alliées. Et pour parler de cette situation, nous avons depuis Goma, Nikez Kibel-Oka, il est le directeur de publication des coulisses de Beni. Bonsoir monsieur, vous êtes à Goma, bonsoir. Oui, je suis à Goma, effectivement. Alors, quel est l'état de la situation en ce moment à Beni, votre ville? On parlait de la colère des habitants et de la police qui a tiré à balles réelles. Est-ce que la situation s'est calmée au-delà des morts qu'on annonçait tout à l'heure? Nikez, vous m'entendez? Oui, on peut observer ce soir un petit calme. C'est vrai que toute la journée était sous tension. Et on observe un petit calme. Il y a quand même des groupes de jeunes qui ont allumé des feux pour prier. Oui, quelques soucis de communication avec notre invité. On va passer à autre chose, cette fois dans l'Est, toujours de la RDC, à Goma. Au moins 26 personnes ont péri lors du crash d'un petit avion de ligne de type Dormier 228. Cet avion de la compagnie privée Buzibi devait assurer une rotation vers Beni et Butembo au nord de Goma. Une panne technique serait à l'origine de l'accident. De Goma, la correspondance de Charlie Kasserika. L'appareil s'est écrasé dimanche vers 8h30 heure locale, 6h30 taille universelle, quelques minutes après son décollage. Il est tombé sur une maison au quartier résidentiel Mapendo à Birere, à côté de l'aéroport construit près de la frontière avec le Rwanda, dans une zone densément peuplée. Outre les 19 passagers, 7 membres d'une même famille figurent parmi les victimes de cet accident. Oui, juste l'avion atterri au-dessus de la maison. Alors en bas, il y avait des enfants et juste après atterrissage, ça a commencé à se brûler. Des habitants du quartier Birere estiment qu'ils seront toujours en danger tant que l'aéroport restera leur voisin. Il faudrait qu'il y ait vraiment un suivi sur les services techniques de nos aviations. C'est ça. Et puis, on devait prendre les précautions de délocaliser cet aéroport. Ce ne sera pas, disons, le dernier crash. On suppose qu'il y en aura toujours. Si jamais on ne prend pas vraiment les précautions, et la population va continuer toujours à subir le sort de crash ici à Goma.
Le gouvernement provincial du Nord Kivu a fait état de 29 morts et promis d'assurer les obsèques de ses victimes. Lundi matin, une ceinture de sécurité a été installée par la police en attendant l'aboutissement d'une enquête sur les crashs. Charlie Kassereka pour VOA Afrique, Goma. Alors, on va essayer de rétablir la connexion avec Nikez à Goma. Nikez, vous m'entendez? Nikez, vous m'entendez? Pas de chance avec Nikez, mais on va souligner que Janine Mabunda, la présidente du Parlement congolais, est sortie de sa réserve ce lundi. Elle estime qu'il y a un malaise entre la présence, le coût et les résultats obtenus par la MONUSCO en RDC, notamment à Béni, puisque les massacres dont on parlait tout à l'heure se déroulent en présence des forces onusiennes. Au Cameroun, Maurice Kamto, le président du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a annoncé ce lundi que son parti ne participerait pas aux élections municipales et législatives prévues le 9 février 2020. Information communiquée lors d'une conférence de presse organisée à Yaoundé. Le MRC appelle les Camerounais à ne pas aller voter et à rester chez eux le 9 février 2020 afin de ne pas cautionner des élections qui ne ramèneront pas la paix dans notre pays, a-t-il déclaré. Maurice Kamto, rival malheureux du président Paul Biya à la présidentielle de 2018, a été libéré début octobre après avoir passé plus de 8 mois derrière les barreaux. Guillaume Soro, l'ex-chef de la rébellion ivoirienne, candidat à la présidentielle de 2020, et Charles Blé Goudé, ex-chef des Jeunes Patriotes, se sont rencontrés dimanche à La Haye. Placé sous le signe de la recherche de la paix, cette rencontre de retrouvailles entre deux camarades de lutte de longue date a été l'occasion de longs et fructueux échanges dits de vérité sur la situation sociopolitique nationale, indique le communiqué qui contient les photos de la rencontre. Les deux hommes ont exprimé leur compassion et leur solidarité au peuple de Côte d'Ivoire pour les traumatismes et les nombreux préjudices subis au cours de la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait près de 3000 morts dans le pays. Les Bissau-Guinéens se sont rendus aux urnes dimanche pour choisir leur nouveau président parmi 12 candidats. Les électeurs de ce petit pays d'1,8 million d'habitants espèrent, grâce à cette élection, sortir la Guinée-Bissau du blocage politico-social dans lequel elle est empêtrée depuis des années. Les précisions avec Dili Diko. La Commission nationale électorale, l'organe supervisant la présidentielle en Guinée-Bissau, a indiqué lundi que le premier tour s'est déroulé à la régulière, malgré des accusations de fraude lancées par le camp du président sortant, José Mario Vaz. J'ai voté pour le président José Mario Vaz. Je suis sûr qu'il va gagner les élections. J'espère qu'il va aider les jeunes et développer le pays comme il l'a fait depuis 5 ans. La porte-parole de la Commission nationale électorale, Felisberta Vaz Moura, a annoncé que les décomptes des régions et des îles sont attendus mardi dans la capitale pour y être compilés et que les premiers résultats devraient tomber mercredi. C'est une compétition. Dans ce quartier, Domingos Pereira et Omaro Sissoko Embalo sont en tête et ils sont engagés dans une lutte effrénée. Ils vont battre le fer pour de vrai. Le doute subsiste toutefois sur l'acceptation des résultats par tous les candidats, entretenant la crainte d'une tentative de coup de force dans un pays qui en a déjà connu beaucoup depuis son indépendance en 1974. Je suis un citoyen, je viens d'exercer mon obligation de vote. Je vais respecter les résultats. S'il y a un deuxième tour, on va le respecter. Un second tour, très probable, est prévu le 29 décembre. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'ouest du Kenya depuis vendredi ont fait au moins 65 morts et 7 disparus, selon un nouveau bilan communiqué par les autorités, notamment le gouverneur du comté de West Pokot, John Lyongapuo. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Le nombre confirmé de morts, notamment dans des glissements de terrain, ne cesse de s'alourdir. Ce comté frontalier de l'Ouganda, à environ 350 km au nord-ouest de Nairobi,
est l'une des régions les plus affectées par ces pluies torrentielles. Nous exhortons les gens à quitter les zones basses où il y a de la boue et à se rendre au centre d'évacuation parce que nous ne savons pas pendant combien de temps il va pleuvoir. Ensuite, nous irons chercher de la nourriture et d'autres moyens de secours pour aider les personnes affectées. Des ponts ont été emportés par les inondations, rendant difficile l'accès des secours à certaines zones. Des hélicoptères de l'armée et de la police ont été dépêchés sur les lieux pour faciliter les opérations. La Croix-Rouge kenyane a fait état de glissements de terrain massifs dans cette région, ajoutant avoir déployé des équipes sur place. Partout, la terre glissait. Même là où nous sommes debout, nous pouvons glisser à tout moment. Personne ne peut dormir chez lui pour l'instant, car nous ne savons pas quand le prochain glissement de terrain se produira. Tous ceux qui vivent dans cette région ont peur de rentrer chez eux. J'ai perdu 3 enfants après la pluie. Le sol s'est déplacé et a recouvert la maison où dormait ma femme et tous les enfants. Elle a eu du mal à s'en sortir et n'a pu sauver qu'un seul de nos enfants. Le Kenya n'est pas le seul pays touché par les inondations en Afrique de l'Est. En Tanzanie voisine, au moins 10 personnes se sont noyées dans la nuit de vendredi à samedi. Les précipitations ont aussi fait des dizaines de milliers de déplacés en Somalie, submergé des villes entières au Soudan du Sud et fait plusieurs morts en Éthiopie depuis début octobre. Et on vient de l'apprendre à l'instant au Gabon, le porte-parole de la présidence, Ike Ngouani, est en détention à Libreville, tout comme une vingtaine de personnes mises en garde à vue dans le cadre d'une enquête anticorruption. C'est ce que confirment ce lundi ses avocats. M. Ngouani est détenu depuis jeudi sans aucun motif exposé, affirme son avocat, Ange-Kevin Zingu. Il représente une dizaine d'autres personnes arrêtées qui sont, selon lui, toutes interrogées sur le financement de la tournée républicaine menée il y a quelques mois par Brice Lacruche à Lihanga, alors directeur de cabinet de la présidence. Ici, aux États-Unis, le milliardaire et ex-maire de New York, Michael Bloomberg, 77 ans, s'est lancé dimanche dans la course à la Maison-Blanche, relançant avec sa candidature la compétition déjà serrée pour l'investiture démocrate. Je suis candidat à la présidentielle pour battre Donald Trump et reconstruire l'Amérique, a déclaré sur son site Internet l'homme d'affaires dont la fortune est évaluée à près de 50 milliards de dollars. Les analystes le présentent comme un prétendant apte à chambouler la course, encore très ouverte côté démocrate, avec 18 candidats prêts à défier l'actuel locataire de la Maison-Blanche en novembre 2020, sans favori évident. Et puis, au 3e jour de son voyage au Japon, le pape François a écouté à Tokyo les témoignages des victimes du séisme sous-marin de magnitude 9 qui, le 11 mars 2011, a soulevé dans le nord-est du pays une gigantesque vague dans laquelle plus de 18 500 personnes avaient été emportées. La vague avait aussi heurté de plein fouet la centrale atomique de Fukushima, provoquant le pire accident nucléaire depuis celui de Tchernobyl en Ukraine en 1986. Le souverain pontife n'a pas caché sa préoccupation quant à l'usage de l'énergie atomique. Il a enfin appelé à une mobilisation renforcée pour aider les victimes des différentes catastrophes qui ont frappé le pays. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Monde aujourd'hui sur VO Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Dans Afrotech ce lundi, nous parlerons d'une entreprise nigériane qui a décidé de se lancer dans le développement des cartes à puce, des cartes qui continuent de gagner le secteur monétaire sur tout le continent. Ils sont connus depuis hier. Les plus grands artistes musicaux américains et internationaux ont été dévoilés à Los Angeles lors de la cérémonie des American Music Awards. En sport, Eliud Kipchoge a été sacré athlète de l'année. Le Kenyan a été honoré lors d'une soirée organisée par la Fédération internationale d'athlétisme à Monaco. Que se passe-t-il dans le monde de la technologie? Eh bien, comme chaque lundi, nous vous proposons donc une petite séance de rattrapage et c'est avec Azuma Compaoré dans Afrotech. Bonsoir Azuma. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Alors, les ambitions spatiales des Africains grandissent. L'Institut éthiopien des sciences et technologies spatiales a annoncé le lancement du premier satellite éthiopien dans l'espace le 17 décembre prochain à 6h21 heure locale. Le satellite de télédétection multispectrale ETRSS-1 de 70 kg décollera vers l'espace depuis la Chine. Sa station Sol sera située en Éthiopie dans l'observatoire spatial Entoto. Dans une interview accordée à l'espace à Space in Africa, le directeur général de l'Institut, M. Solomon Bele, a affirmé que le satellite aura pour mission de surveiller l'environnement et les conditions météorologiques sur le territoire éthiopien. Il a ajouté que le satellite avait été construit en collaboration avec des ingénieurs éthiopiens formés de toutes pièces et avait ouvert la voie à un échange et au transfert de connaissances et de technologies entre l'Éthiopie et la Chine. Voilà ce qu'on attendait. Azuma, chaque lundi, un focus de la semaine. Alors John, gros plan cette semaine sur les barrages d'eau et leurs différents usages. À quoi ça sert et comment ça fonctionne? Explication. Il existe aujourd'hui 60 000 grands barrages dans le monde, dont un tiers en Chine. Certains sont pharaoniques, dépassant 300 mètres de haut. Plusieurs types existent. Un barrage poids est un immense bloc de béton qui résiste à la poussée de l'eau grâce à sa masse. Sur certains sols compressibles, un barrage en remblai de terre ou de roche est plus indiqué. Érigés dans des vallées étroites aux flancs solides, les barrages voûtes de forme courbée reportent la pression de l'eau vers les rives. Plus rares, les barrages à contrefort s'appuient, eux, sur une succession de supports verticaux. La plupart servent à l'irrigation ou à l'approvisionnement en eau des populations en cas de sécheresse saisonnière. Près de 20% sont reliés à des centrales hydrauliques, première source mondiale d'électricité renouvelable. En montagne, leur puissance dépend de la hauteur du dénivelé entre le barrage en altitude et la centrale en contrebas. Des vannes sont ouvertes acheminant l'eau dans des conduites forcées. Plusieurs centaines de mètres plus bas, un puissant jet d'eau sous pression active la turbine reliée à un alternateur qui produit l'électricité. Vices de construction, débordements, séismes, les ruptures sont rares mais meurtrières. Les barrages sont donc étroitement surveillés à l'aide de capteurs, de caméras et d'alarmes. Voilà, en Afrique, le barrage La Renaissance en Éthiopie, un barrage poids, devrait à terme être le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique avec 74 milliards de mètres cubes pour 6000 mégawatts. Azuma, qui dit Afrotech, dit folie d'invention. De quelle folie d'invention parlons-nous cette semaine? Alors John, c'est une invention tout droit sortie d'un film de science-fiction, sauf qu'ici on est au Canada et nous sommes bel et bien dans le monde réel. Dites bonjour à la cape d'invisibilité. C'est une technologie développée par la société de camouflage canadienne Hyperstealth, dont la particularité est de refléter la lumière de sorte à faire disparaître tous les objets placés derrière elle. Le matériau utilisé, connu également sous le nom de Quantum Stealth, est capable de plier la lumière autour d'un objet ou d'une personne située derrière lui, ne laissant que le fond visible à l'œil. La technologie ne nécessite pas d'électricité, fonctionne dans n'importe quel environnement et peut être évolutif et dissimuler une personne, un véhicule, un bâtiment ou un avion. Selon la compagnie Hyperstealth, qui a développé 13 versions
différente du matériau. La cape d'invisibilité agit également dans le spectre thermique ultraviolet et infrarouge en utilisant l'invisibilité à large bande. Alors John, il faut savoir que cet effet d'invisibilité fascine les chercheurs depuis bien longtemps. En 2012, les physiciens américains avaient également présenté les résultats de leurs recherches dans le même domaine. Alors, je vous emmène ensuite au Nigeria, où la Banque centrale a mis en œuvre des politiques visant à encourager l'abandon des retraits en espèces dans le but de lutter contre la fraude, le vol et le blanchiment d'argent. C'est dans ce cadre qu'une entreprise nigériane s'est lancée dans le développement de cartes électroniques sécurisées contenant des données sensibles. Passer de l'argent liquide à la monnaie plastique en Afrique subsaharienne, du rêve à la réalité. Suivez. Secure ID, une société nigériane de technologie, fabrique des cartes bancaires, des cartes SIM de téléphone portable et des cartes de vote qu'elle crée pour des entreprises de 21 pays africains. Banquière de profession, Kofo Akinkugbe a fondé Secure ID il y a 12 ans. Aujourd'hui, sa société produit 20 millions de cartes par an. L'idée était de créer une usine de fabrication de classe mondiale offrant des solutions de cartes à puce et des solutions numériques, non seulement pour le Nigeria, mais pour toute l'Afrique. Secure ID a commencé par l'importation des cartes bancaires avant la certification par Visa, Mastercard et Verve. Auparavant, il fallait attendre des mois pour que les cartes importées arrivent d'Asie et d'Europe. Ce qui nous donne autant de joie, c'est d'être en mesure de convertir une grande partie de ce que nous importons en production locale, et c'est ce sur quoi tous les continents devraient se concentrer. Nous ne faisons pas que de la fabrication, nous développons aussi de nouvelles technologies. Vous savez, ce sont donc les deux domaines où nous étions essentiellement des consommateurs. C'est génial de faire partie de l'histoire et d'être les premiers à créer ce type d'usine ici. Selon la base de données Global Findex de la Banque mondiale, seulement 43% des personnes de plus de 15 ans ont un compte en banque en Afrique subsaharienne, une augmentation de 9% par rapport à 2014, ce qui souligne le potentiel de croissance dans ce domaine. Voilà, c'est tout pour Afrotech. On se dit à la semaine prochaine pour encore plus de tech partout dans le monde. Merci Arzouma et à la semaine prochaine donc. C'est lundi et donc plein feu sur les stades avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, on reparle du Ballon d'Or africain. Bonsoir. Bonsoir à tous. Effectivement, la CAF a dévoilé la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or africain qui récompense le meilleur joueur africain de l'année. Sans surprise, on retrouve parmi eux les 5 nominés africains pour le Ballon d'Or France Football. Il s'agit du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, des Sénégalais Khalidou Koulibaly et Sadio Mané, de l'Algérien Riyad Mahrez et de l'Égyptien Mohamed Salah. Le nom du vainqueur successeur donc de Salah sera connu le 7 janvier prochain en Égypte. Et puis, l'Espérance de Tunis affrontera Al Hilal au mondial des clubs. Représentant africain, le club tunisien, vainqueur de la Ligue des Champions, débute son tournoi au second tour. Les 100 et or affronteront les Saoudiens d'Al Hilal donc le 1er décembre en 4 qualifications. Eh bien, l'Espérance de Tunis fera face en demi-finale à Flamengo. Le club brésilien s'est imposé samedi contre River Plate en finale de la Copa Libertadores 2-1. La Coupe du monde des clubs aura lieu du 11 au 21 décembre au Qatar. En athlétisme, John vous l'annonçait en titre, le Kenyan Eliud Kipchoge et l'Américaine Dalila Muhammad ont été sacrés athlètes de l'année. Les deux sportifs ont été honorés lors de la cérémonie de remise de prix organisée par la Fédération internationale d'athlétisme à Monaco. Suivez. Le premier homme à être descendu sous la barre mythique des 2 heures au marathon, c'est sans surprise qu'Eliud Kipchoge a été désigné athlète masculin. Le Kenya de 35 ans, déjà détenteur du record du monde du marathon, 2 heures 1 minute 39 secondes, est entré dans l'histoire le 12 octobre en courant le marathon en 1 heure 59 minutes 40 secondes lors d'un événement non homologué organisé par son sponsor à Vienne. L'heureux élu a pris connaissance de sa récompense via Skype depuis son pays. C'était vraiment spécial, la journée était vraiment bonne. Je suis heureux d'être le premier être humain à courir en dessous de 2 heures et j'espère avoir inspiré beaucoup de générations. Chez les dames, Dalila Muhammad a vu sa magnifique saison 2019 récompensée après s'être approprié le record du monde du 400 mètres haies, 52 secondes 20. Lors des sélections US en juillet, l'Américaine de 29 ans a fait encore mieux au championnat du monde en améliorant son chrono en finale, 52 secondes 16.
Ça a été une année incroyable. Je suis reconnaissante d'être ici. Je suis reconnaissante à l'égard de mes entraîneurs, tous mes supporters, ma famille. L'année a été difficile et je suis très bien revenue à la maison. Prochain objectif pour Dalila Muhammad, défendre son titre olympique du 400 mètres haies l'an prochain à Tokyo. Et justement, parlant de ballon d'or africain, et donc celui de France Football sera attribué le 2 décembre prochain. Et on attend cette semaine les 3 finalistes. Vous vous souviendrez qu'il y a 30 en liste, dont 5 Africains. Le Sénégalais Sadio Mané de Liverpool, l'autre Sénégalais Kalidou Koulibaly de Naples. Il y a également le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang d'Arsenal ou encore l'Égyptien Mohamed Salah. Il y a aussi l'Algérien Riyad Mahrez qui a remporté la CAN 2019 avec son pays, mais aussi qui a fait feu avec son club Manchester City en Premier League. Et puisque les images nous le demandent, en boxe, Deontay Wilder conserve son titre WBC des poids lourds. L'Américain battu par KO le Cubain Luis Ortiz à Las Vegas, 20 mois après s'être fait peur face au même Ortiz qu'il avait fait vaciller à la 7e reprise de leur premier affrontement. Wilder a choisi ce même 7e round pour en finir avec son adversaire qui avait pourtant dominé toute la première partie du combat. Un seul coup indirect du droit a suffi pour mettre à terre celui qu'on appelle King Kong. Wilder, 34 ans, compte désormais 42 victoires, s'il vous plaît, dont 41 par KO, avec un nul concédé face au Britannique Tyson Fury, le Britannique d'ailleurs qu'il retrouvera pour une deuxième confrontation le 22 février. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Rendez-vous pris, Yacouba Ouedraogo. Ce lundi 25 novembre avait lieu à Los Angeles la nouvelle cérémonie des American Music Awards. La cérémonie a été marquée par la remise du prix de l'artiste de la décennie 2010. Taylor Swift a raflé la mise et a largement dominé la soirée. La cérémonie des American Music Awards a permis à la chanteuse de remporter pas moins de 6 prix sur 29 catégories au total. Outre cette victoire, Taylor Swift a aussi remporté 5 autres prix. L'artiste de l'année, l'artiste pop-rock féminine de l'année, artiste contemporaine de l'année, clip de l'année, album pop-rock de l'année. Pour la catégorie artiste de l'année donc. Et c'est avec cela qu'on se quitte. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonsoir.